We've said 1,000 people who say we don't like the way the world is. Take our life from us. We laid it down. We got tired. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide. Nous sommes 1000 personnes qui disons que nous n'aimons plus ce monde. Prenez nos vies. Nous nous allongeons, nous sommes fatigués. Nous n'avons pas commis de suicide. Nous avons commis un suicide révolutionnaire. Bonsoir, cette voix que vous venez d'entendre, ces mots, sont les derniers du pasteur Jim Jones. Il les avait enregistrés juste avant de mourir le 18 novembre 1978, laissant derrière lui un monceau de cadavres dans la jungle du Guyana, un petit état d'Amérique du Sud, 910 hommes, femmes, enfants, vieillards et nouveau-nés, des Américains empoisonnés avec une mixture fatale, un mélange de soda à l'orange et de cyanure, un suicide collectif qui cachait en fait un meurtre de masse. C'est cette histoire terrifiante, celle du Temple du Peuple, une secte puissante et influente, que nous allons vous raconter ce soir dans l'heure du crime. Car 40 ans après les faits, cette tuerie suscite toujours les mêmes interrogations. Comment un seul homme, Jim Jones, a-t-il pu mener à bien une telle entreprise? Pourquoi les États-Unis ont laissé faire ce révérend illuminé qui les défiait? Comment avait-il réussi à mettre sous influence 1 millier de disciples qui avaient tout abandonné pour le suivre et le vénérer, alors que le Temple du Peuple, à l'origine une communauté fraternelle et idéaliste, s'est échangé en une prison cachant abus sexuels, punitions et humiliations. Le massacre collectif de Jonestown, cette ville dans la jungle qui portait le nom de son gourou, reste aujourd'hui encore le plus diabolique des mystères. Nous allons, avec nos invités, explorer ce soir cette manipulation mentale qui, dans l'histoire des sectes, même les mieux structurées, reste inégalée et défie l'imagination. Le massacre de Jonestown, un suicide collectif sur commande, l'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL. On se retrouve tout de suite. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, retour sur le massacre de Jonestown à l'automne 78 au Guyana. Plus de 900 Américains qui se sont donné la mort dans une communauté agricole. Le monde va alors découvrir une histoire terrifiante, la mainmise d'un gourou, Jim Jones. Mais pour l'instant, devant cette scène de crime inouï, c'est la stupéfaction qui va l'emporter. Le 19 novembre 1978, à 3h29 du matin, le service de veille de la Maison-Blanche reçoit un premier télégramme de la CIA. L'agence de renseignement fait état d'un suicide de masse à Jonestown. Puis quelques précisions. Des centaines de citoyens américains morts à Jonestown. Jonestown ne figure sur aucune carte. Mais la CIA et les autorités américaines connaissent parfaitement ce lieu, une cité érigée sur 11 000 hectares dans la jungle du Guyana, un petit pays d'Amérique du Sud, aux confins du Venezuela et du Brésil. Une équipe de 120 militaires guyanais est aussitôt dépêchée sur place et aux premières heures du matin découvre une vision d'apocalypse. Sur le domaine de Jonestown, où une pancarte en bois souhaite la bienvenue et le bonheur aux visiteurs, les militaires tombent sur des centaines de corps. Tous sont normalement vêtus, serrés les uns contre les autres. Ils semblent avoir été ordonnés ainsi ou s'être volontairement positionnés de cette façon, face contre terre. Certains couples se donnent la main, des femmes, des hommes de tout âge, des adolescents et des nouveau-nés. Sur les 910 victimes recensées, le chiffre n'a jamais été arrêté avec précision. Sur ce total, on dénombre 304 enfants. Aucun bruit dans ce paysage de cauchemar où la vie s'est arrêtée la veille. Les victimes ne portent pas de traces de coups d'armes blanches ou d'armes à feu. Quand les premiers légistes arrivent sur place, ils notent toujours les mêmes stigmates sur les cadavres, une coloration bleue autour de la mâchoire et parfois des traces de piqûres, notamment sur les tout petits. Les quelques autopsies qui vont suivre vont vite élucider les causes de ces morts brutales. L'ingestion ou l'injection d'une potion fatale. Un mélange de soda à l'orange et de cyanure, la dose de poisson est si élevée que la mort est survenue entre 3 et 5 minutes. Sur le site de la tuerie,
On découvre des bassines encore à demi remplies de ce mélange. Les fidèles de Johnstown ont apparemment défilé devant ces récipients, puis sont allés s'allonger pour rendre leur dernier souffle. Une macabre mécanique. Des seringues sont également retrouvées sur les lieux. Elles ont servi à tuer sans doute ceux qui ne voulaient pas boire le poison ou ceux qui ne pouvaient pas, comme les nouveau-nés. Un seul homme repose lui sur le dos, les yeux vers le ciel. Le seul mort d'une balle dans la tête, c'est Jim Jones, le gourou de Johnstown. Bonsoir Anne-Claire Danel. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante et vous avez réalisé le documentaire L'Amérique des gourous qui avait été, je crois, diffusé sur France 2, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Ce 19 novembre 78, vous avez vu et revu ces images, vous les avez en tête. C'est un véritable chaos, c'est une tuerie de masse, un meurtre, mass murder, comme disent les Américains, c'est bien ça? Exactement, surtout que les autorités américaines n'arrivent que 72 heures après, parce qu'elles mettent du temps à pénétrer dans cette jungle du Guyana, et elles arrivent par les airs, par avion, avant d'atterrir sur une petite piste de latérite, là où elles peuvent, entre les palmiers. Elles survolent en fait la zone de ce suicide collectif, et c'est un champ de cadavres, c'est impressionnant, comme on n'en voit pas souvent. Vous l'avez dit, il y a un tiers d'enfants, il y a plus de 900 victimes. Et c'est très étrange parce qu'en même temps, on sent pas une violence, il n'y a pas eu de fusillade, etc. Et c'est presque par famille. Nous, dans le documentaire, on n'a pas mis les photos en couleur tellement elles étaient choquantes. On a tout mis en noir et blanc tellement c'était fou. On voit ces petits-enfants dans des positions encore de câlins dans les bras de leur maman. Comme s'ils dormaient pratiquement. Comme s'ils dormaient. Il y a des adeptes qui sont encore agrippés au trône en bois du gourou, qui sont morts là, quoi. Et alors je parlais de cette fameuse potion qui a tué les disciples, ce poison mortel, et on sait effectivement qu'ils sont morts comme cela, non seulement à cause des légistes, mais à cause de cet enregistrement qu'a laissé le gourou Jim Jones. C'est complètement fou. On a entendu sa voix. Dans cette histoire, on a entendu quelques secondes sa voix, et en fait, ce Jim Jones, ça faisait partie de l'embrigadement des adeptes. Il se filmait, il s'enregistrait sans cesse, et jusqu'au bout, jusqu'à la mort, il harangue, il manipule. Toutes ces cassettes ont été retrouvées sur le site. Elles ont d'abord été saisies par le FBI, et moi j'ai pu aller les écouter parce qu'elles sont aujourd'hui archivées dans une bibliothèque universitaire à San Diego. Il y a cette fameuse Death Tape, la cassette de la mort en direct, du suicide en direct, et là c'est complètement fou. Vous l'avez un peu entendu au début de l'émission. On entend des cris, on entend des pleurs, on entend des chants, et il y a lui qui dit « N'ayez pas peur, la mort est votre amie ». On meurt pour le socialisme. On meurt pour le socialisme. Bonsoir Georges Fenech. Bonsoir. Vous avez été le président de la Mivilude, hein, c'est la mission interministérielle qui lutte contre les sectes. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation dans l'heure du crime. On va évidemment parler longuement de Jim Jones, mais en un mot, Georges Fenech, est-ce qu'on peut dire que Johnstown reste à ce jour le plus grand massacre sectaire ? Oui, c'est évidemment le drame absolu, hein, plus de 900 morts par empoisonnement collectif et assassinat, il faut bien le dire. Cependant, il y a eu d'autres grands massacres, hein, il faut s'en souvenir. Il y en a eu un qui aurait pu être terrible, souvenez-vous, c'était celui du métro de Tokyo. C'est vrai, oui, avec la secte Aum. La secte Aum, où Shoko Haram avait diffusé des ballonnets contenant du gaz sarin, vous vous souvenez. Il y avait eu 25 morts et quelques 5000 blessés quand même. Hein. Mais les ballonnets ne s'étaient pas tous ouverts. Autrement, on aurait pu avoir plusieurs milliers de morts. On aurait pu avoir plusieurs milliers de morts. Le fait est que là, c'est vraiment la vision est apocalyptique. Hein, on peut dire les choses comme ça. Absolument, absolument. Et puis, on peut rappeler chez nous, évidemment, la secte de l'ordre du Temple solaire, qui avait fait 16 morts dans le Vercors. Dans le Vercors, oui. Arnais, vous vous souvenez, par incinération et de ces personnes qui étaient censées rejoindre la planète Sirius. Et puis, il y a des grands massacres dont on ne parle jamais, mais qui ont existé aussi. Parce que plus lointain, je pense notamment à la secte Kanugu en Ouganda,
qui avait fait à l'époque, dans une église, avait fait plus de 700 morts. Bien sûr, et on va revenir tout au long de cette émission, effectivement, sur ces dérives sectaires abominables. Le monde entier est effectivement abasourdi par ce spectacle de fin de monde. Pour le moment, l'affaire se résume à un suicide collectif des esprits faibles qui auraient été entraînés dans la mort par un pasteur fanatique. Les enquêtes qui vont suivre vont cependant donner d'autres explications à cette hécatombe mystique dans la jungle du Guyana. James Jones, 46 ans, fait partie des victimes de la tuerie de Johnstown, cette cité idéale et agricole à qui il avait donné son nom. Le gourou de cette secte qui jouait avec un marxisme dévoyé et des préceptes religieux revisités est mort d'une balle dans la tête. L'arme, une carabine, a été retrouvée à quelques mètres de lui. On ne saura pas qui a pressé la détente, sans doute un de ses derniers adeptes qui s'est ensuite donné la mort. Le révérend James Jones n'est pas un inconnu. Pendant des années, il s'est fait remarquer aux États-Unis par ses prêches, ses idées progressistes, rassembler les blancs et les noirs, ses idées révolutionnaires, partager les richesses. À la fin de ses sermons, il fait même chanter l'hymne communiste, l'Internationale, à l'Assemblée. James Jones, visage austère, peau très blanche, cheveux très bruns, éternelles lunettes noires, a fondé le Temple du Peuple et du Plein Évangile, c'est son nom alors qu'il avait une vingtaine d'années. Il va faire prospérer son église, là où il est né et il a grandi, dans l'Indiana, en Indianapolis. Ses prêches séduisent de plus en plus d'adeptes. Le public n'est pas riche, issu de milieux populaires, souvent de la communauté noire, mais n'hésite pas à faire des dons au pasteur, à lui confier économie, héritage, à jouer aussi les rabatteurs pour que le temple du peuple prospère et soit de plus en plus puissant. On peut faire une confiance aveugle à ce pasteur qui, lors des offices, effectue des guérisons. Par la simple imposition des mains, parvient à faire marcher les paralytiques et à expulser les tumeurs cancéreuses, un faiseur de miracles. Au mois d'octobre 1961, James Jones a eu une vision divine. Une bombe atomique va anéantir 2 villes américaines, Chicago et Indianapolis. Le spectre d'une confrontation nucléaire est alors dans tous les esprits. On est en pleine guerre froide. Le gourou va donc déménager en Californie, suivi par 140 fidèles. Le révérend Jones affirme être une réincarnation du Christ, mais aussi de Moïse et de Lénine. Il s'oppose à la guerre du Vietnam, séduit des adeptes de plus en plus jeunes. L'église du révérend est respectée, très influente. Elle va faciliter l'élection du nouveau maire de San Francisco qui offrira à James Jones la direction des services municipaux de la ville. Le pasteur est une personnalité qui compte. Il va même entretenir une correspondance amicale avec Rosalind Carter, l'épouse du futur président des États-Unis. Celui-là même qui sera au pouvoir quand surviendra l'annonce du massacre de Johnstown. Anne-Claire Danel, on se retrouve, vous êtes journaliste indépendante et vous connaissez bien les sectes pour avoir réalisé un documentaire télé là-dessus. Derrière cette montée en puissance de ce fameux pasteur qui arrive à guérir tout le monde, on peut en reparler si vous voulez, mais on parle déjà d'abus sexuels, d'appât du gain, de brutalité, ça commence déjà à se dessiner assez vite. Il ose tout, c'est la mainmise sur les corps, sur les esprits, sur les biens. Il a, vous l'avez dit, pas mal d'entre-gens, de relations, donc dès le début, il s'arrange avec la loi et il dérape sur le fisc, donc il en met pas mal dans ses poches. La majorité des adeptes donnent 25% de leur salaire. Et puis oui, la mainmise sur les corps, c'est tout simplement, il a le droit de désirer tout le monde, il empêche, il coupe les familles en deux, on n'a pas le droit de dormir avec sa femme ou son mari, et lui, il a accès à tous les corps, hommes ou femmes. Et puis si on se plie pas à ces règles de base, il y a tout simplement des châtiments corporels. Et quand je dis il ose tout, vous parliez des miracles. Alors un mot sur ces guérisons, parce que j'ai vu les images de votre reportage, elles sont absolument spectaculaires. Ce sont des images d'archives, c'était encore la propagande du Temple du Peuple à l'époque, on filme tout, donc il appelle une femme à la tribune, il impose les mains, voilà, elle s'évanouit, etc. Et puis on se retire avec cette femme dans la sacristie, et puis on revient avec un linge imbibé de sang, et tout le monde s'évanouit, et tout le monde applaudit, et tout ça. Et c'est qu'en fait, ils ont sorti de leur manche dans la sacristie des boyaux de poulet. Et tout le monde y croit, tout le monde gobe. Tout le monde croit qu'on a extrait finalement le mal, cancer, extirpé le mal, tumeur, de ces personnes.
Georges Fenech, vous êtes toujours avec nous en ligne dans l'heure du crime. Vous connaissez parfaitement évidemment les sectes et leur fonctionnement. Gagner en influence, essayer de toucher les cercles du pouvoir, comme le fait à cette époque Jim Jones, ça aussi c'est la construction d'un gourou et d'une secte? Mais bien sûr, mais d'abord il présente un visage humaniste. Il faut bien savoir que Jim Jones, au départ, il avait une aura, une notoriété aux États-Unis exceptionnelle. Il avait notamment créé des dispensaires, des restaurants sociaux, des ateliers, des maisons d'enfants, des réinsertions pour les drogués, des aides aux délinquants. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est invité un jour à la tribune présidentielle avec, vous l'avez rappelé, l'épouse de Jimmy Carter. C'est vrai. Et il y avait aussi les maires de San Francisco, de Los Angeles, qui venaient, qui étaient très assidus à ces offices religieux. En fait, à son apogée, la communauté de Jim Jones pouvait revendiquer 20 000 fidèles. Et donc on voit dans le fonctionnement des sectes, c'est toujours au départ quelque chose de plutôt attractif, c'est quelque chose d'humanitaire, voyez-vous. C'est après que se révèle la véritable personnalité du gourou, qui est un gourou apocalyptique et qui va exercer une emprise mentale sur tous ses adeptes, qui va, vous l'avez rappelé, maltraiter, quelquefois avec des châtiments, avec des punitions, qui vont devenir des esclaves. Il va s'accaparer tout leur bien, ouais, c'est ça. Leur retraite. Ouais. Finalement, il va s'enrichir sur leur dos et il aura une main-d'œuvre gratuite d'ailleurs pour fabriquer toutes sortes de produits, d'agricoles, etc. Ouais. Et Georges Fenech, ce cercle d'influence qui élargit, ça explique aussi peut-être son impunité dont il a joui pendant quand même quelques années. Oui, notamment quand il part donc dans ce Guyana, avec l'aide d'ailleurs de son ami Fidel Castro, il faut le savoir, qui lui permet d'acquérir 11 000 hectares de terrain à cet endroit perdu dans la jungle. Et puis les Américains, quand même, et notamment les familles, s'inquiètent du devenir de leurs parents, jusqu'au jour où le député, peut-être allez-vous le raconter, député... On va y venir, Georges Fenech. On va y venir dans le chapitre suivant. On verra qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et notamment avec l'administration américaine et les pouvoirs publics américains. Juste un tout petit mot, Anne-Claire Danel. Étonnant qu'on le laisse faire quand même de cette manière. Jim Jones, il fait ce qu'il veut. En fait, il surfe sur le premier amendement de la Constitution américaine qui dit liberté de culte. La liberté de culte aux États-Unis, c'est sacré. Et dès qu'on est une association cultuelle, on a le droit d'exister et même on est exonéré d'impôts. Et donc, en fait, il s'engouffre dans cette faille. Et donc, il va en profiter. Cette impunité ne va pas être éternelle pour le temple du peuple de James Jones. Il va avoir des ennuis avec le fisc, des défections, des scandales étouffés, la curiosité de certains journalistes autour de cette église tout à fait légale. Église qui peut mobiliser plus de 2000 fidèles sur un simple claquement de doigts, celui de son charismatique gourou, le pasteur Jim Jones. En ce début des années 70, le révérend James Jones sait que son temple du peuple, installé entre San Francisco et Los Angeles, ne va pas échapper aux accusations du fisc américain. Il pourrait perdre du jour au lendemain cette manne de dons qu'il a rendu riche et jusque-là intouchable. Une bonne partie de l'argent des fidèles et de l'église dort à l'étranger. Dès l'année 73, le révérend Jones songe à un plan de sauvetage, un exil, quitter les États-Unis. Il finit par jeter son dévolu sur le Guyana, petit pays socialiste d'Amérique du Sud où la corruption règne en maître, moyennant quelques centaines de dollars en pot de vin. Le Guyana va lui offrir l'impunité et 11 000 hectares de jungle où il pourra agir à sa guise. Dès l'année 76, la communauté agricole de Jamestown compte environ 400 personnes. Pour arriver à ce paradis libertaire que les journaux présentent comme une espèce de kibbutz, un lieu d'échange partagé, de travail et d'amitié, pour être reçu au sein du temple du peuple, il faut adresser son dossier médical. Les handicapés, les malades, physiques ou mentaux, sont systématiquement exclus. Les jeunes hommes et jeunes femmes sont accueillis en priorité, tout comme les adolescents dont les parents ont souvent signé, sans réfléchir, des décharges de responsabilité. Au fil des mois, 1 millier de personnes, des Américains, en grande partie des Noirs, va faire le voyage jusqu'au Guyana, une communauté hors du temps et hors des lois, où la vie sera forcément meilleure.
Je m'arrête un instant avec vous, Anne-Claire Danel, dans ce récit, auteur du documentaire, je le rappelle, L'Amérique des gourous. Dites-nous à quoi ressemble Johnstown. Apparemment, c'est une cité radieuse, comme on pourrait dire. Alors c'est une cité radieuse, on est au milieu toujours des palmiers, en pleine jungle, il y a beaucoup de cabanes en bois et tout ça a été construit en fait à la main par ces adeptes. Donc ils sont extrêmement fiers de ce qu'ils ont pu faire. Ils ont construit des routes, ils ont transformé la jungle en champ, ils élèvent des animaux, ils font pousser des bananes, etc. Ils ont construit donc leur propre maison. Il y a un dispensaire, une école, il y a même un terrain de basket. Au centre de cette communauté, il y a un grand carbet en bois, ces grands hangars où tout le monde se rassemble. C'est une vie communautaire. On mange ensemble, on chante ensemble. Il y a une chorale où on chante des Negro Spirituals. C'est un petit paradis, ça ressemble au camp de vacances et ce paradis va devenir en fait l'enfer, ça va devenir un camp disciplinaire. Ils vont commencer à le comprendre le jour où on leur confisque leur passeport et en fait on prend leur vie. Ce décor utopique va effectivement rapidement se déchirer. La vie à Johnstown est une vie sous emprise, sous surveillance, dictée par les consignes du tout-puissant et omniprésent gourou Jim Jones. Dès l'arrivée au temple du peuple, le passeport est confisqué. Le travail sur les parcelles de terre ou pour la construction des habitations est harassant, 12 à 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Johnstown s'est doté d'une milice armée qui dissuade tout départ. La jungle avoisinante constitue à cet effet la meilleure des barrières. La dénonciation y est encouragée, les enfants manipulés, la méfiance est de mise au sein même des familles où les gestes d'amour et de rapprochement intime sont officiellement bannis. Au fil des mois, le révérend Jones ne cesse d'être gagné par le délire de la paranoïa et de la persécution. Il redoute une attaque de la CIA. Il réveille ses adeptes en pleine nuit à coups de haut-parleurs pour les convoquer pour un simulacre de suicide collectif. Il s'agit de tester leur confiance. Il les invite à boire un verre dont personne ne sait s'il contient vraiment du poison. Jusque-là, personne ne succombe jusqu'au jour où ce soda à l'orange contiendra vraiment du cyanure. Georges Fenech, vous êtes l'ancien président de la Miviludes qui lutte contre les sectes. Vous connaissez parfaitement cette thématique. Il y a là, dans la progression de Jim Jones au Guyana, loin de toutes les étapes d'une emprise finalement. Oui, je pense que Anne-Claire Danel a parfaitement décrit cette première étape, qui est une étape plutôt, je dirais, accueillante, sécurisante. On est finalement confiant dans celui qui vous guide, qui aspire à une vie meilleure, qui échappera évidemment à l'apocalypse. C'est toujours la notion d'apocalypse qui est transversale dans toutes ces grandes sectes. Donc c'est une première période que je qualifierais moi de séduction. On séduit par son charisme, parce que on suscite un espoir d'une vie meilleure. Ça, c'est la première période. Mais ensuite, le gourou s'est parfaitement passé à une deuxième étape, je dirais, qui est celle de la rupture. Voilà. Une rupture avec la famille, rupture avec son environnement habituel. Ils deviennent totalement dépendants, dépersonnalisés. Ils sont totalement sous l'emprise, je dirais, l'emprise mentale de Jim Jones, qui en fera après vraiment des adeptes totalement soumis. C'est une entreprise de possession. Anne-Claire Danel, un mot sur cette paranoïa qui semble habiter Jim Jones, mais ça c'est pas nouveau, ça fait un moment déjà que il a des soucis avec ça. Hein. Il maintient, alors pour lui-même, mais il maintient ses adeptes dans une peur constante qui est la sienne. Lui, il prenait beaucoup de médicaments, donc il est pas toujours très net dans sa tête. On sent que ça roule pas toujours comme il faut. Et c'est vrai qu'il redoute quasiment chaque nuit des attaques de la CIA, des attaques de milices. À force, les adeptes dorment tout habillés ou ne dorment plus. Il les réveille en pleine nuit, les adeptes, mais aussi les enfants, pour ses entraînements. Et tout le monde est effectivement testé sur son adhésion à la cause et à boire ce poison, cette boisson avec ou sans poison. Georges Fenech, on va évidemment y revenir, mais comment est-ce possible que finalement les adeptes ne se réveillent pas, ne se révoltent pas ? Ça, c'est une vraie question dans ces sectes massives. C'est le charisme d'un gourou, le phénomène de groupe aussi, la crainte qu'il peut inspirer, on vous l'avait dit. Et puis, il y a une forme d'adhésion totale. En fait, en dehors de la secte, il n'y a plus de salut. On le voit bien dans les grandes sectes internationales. C'est toujours le monde qui survivra,
à l'Apocalypse. Donc, il se persuade, c'est un phénomène tout à fait étonnant, psychologiquement, les psychiatres se sont penchés sur ces questions-là. D'ailleurs, la loi française retient, on a une loi qui est exceptionnelle, qui est la seule, je crois, dans le monde, sur l'emprise mentale, la suggestion psychologique, l'abus frauduleux de l'état de faiblesse. Ce sont des gens qui sont totalement dépendants de cet individu qui peut les amener, c'est la troisième étape que je n'ai pas évoquée encore tout à l'heure, après celle de la séduction et de la rupture, vient l'étape du passage à l'acte. Du passage à l'acte, oui, mais ça, on va voir que le passage à l'acte dans cette affaire, il est absolument spectaculaire. Anne-Claire Danel, un mot quand même sur cette manière aussi de tenir les gens. Il y a ce travail permanent, cette pression. Ça, vous le disiez, les mettre dans un état de faiblesse, ça c'est un mécanisme qu'on retrouve dans beaucoup de sectes et beaucoup de mécanismes d'emprise. Ils travaillent beaucoup, donc ils sont très fatigués, on les affame, et le cerveau ne fonctionne plus tout simplement. On déconnecte parce qu'on est dans une espèce de survie, donc même le métabolisme ne permet pas au cerveau de prendre de la distance, et on est dans un état de faiblesse qui fait que l'emprise est très simple. C'est un peuple de zombies finalement. Un peu. Et on dira aussi qu'il y avait des mauvais traitements, qu'il y avait un hôpital sur place, etc., qu'il y a eu des gens qui ont été drogués. Il y a tout un contexte, cette harangue, le fait qu'ils s'enregistrent en continu, c'est un peu comme dans un état totalitaire. Toute la journée dans les haut-parleurs à Johnston, on entend le gourou qui nous parle. Le soir, on fait des projections de films d'horreur. On est toujours dans cette espèce de bulle oppressante. Le révérend paranoïaque va se sentir de plus en plus oppressé. Depuis longtemps déjà, il a prévu que le temple du peuple serait voué à une brutale extinction. Il a sans doute tout prévu, tout planifié. Une visite officielle dans l'enceinte même de la communauté de Johnstown va être le déclencheur d'un massacre prémédité. Le révérend Jones a beau s'être exilé loin des États-Unis, au Guyana, les autorités américaines s'intéressent à lui. Des anciens adeptes de la secte rentrés au pays commencent à faire d'intrigantes et inquiétantes confidences. Le procureur de San Francisco déclenche une enquête sur le fonctionnement du temple du peuple. Le Congrès américain est également contacté par des ex-disciples. Une femme, Deborah Layton, raconte les simulacres de suicide. Des lettres de famille sont remises aux parlementaires, des proches inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Les seules nouvelles qu'elles reçoivent sont des demandes d'argent, des virements à effectuer sur des comptes bancaires gérés par le temple du peuple. Tim Stone, qui était un proche de Jim Jones, a pu quitter le temple du peuple avec sa femme. Il raconte que le gourou l'avait contraint à abandonner la paternité de son fils et à lui donner son enfant qu'il veut désormais retrouver. Ce fils mourra dans le massacre. Un sénateur démocrate du Congrès, Leo Ryan, décide alors de se rendre au Guyana. Il n'est pas le bienvenu, il reçoit une lettre signée par 800 adeptes lui demandant de ne pas venir. Le temple estime que les autorités américaines sont en train d'organiser une mise en scène afin de nuire à la communauté. Le sénateur Ryan insiste. Le 18 novembre au matin, il arrive enfin à Johnstown, entouré d'une délégation de journalistes et d'avocats. La visite tourne vite à l'opération de propagande. Les adeptes se présentent sous leur meilleur jour, vêtus de propre, décontractés, pas un mot de travers contre le temple et son révérend. Jim Jones est omniprésent. La délégation est toutefois approchée par des disciples qui discrètement font part de leur désir de rentrer. Le parlementaire en informe aussitôt le gourou. Jim Jones fait bonne figure, assure que tout le monde est libre de partir de Johnstown. Le sénateur Ryan quitte la communauté en fin d'après-midi avec la délégation et 16 adeptes qui ont décidé de rentrer. Ils roulent quelques kilomètres jusqu'au petit aérodrome de Port Kaituma. Ils n'iront pas plus loin. Au pied des avions, une fusillade éclate. Des hommes de la milice de Jim Jones tirent. 3 journalistes et le sénateur Ryan sont tués. La nouvelle ne va pas tarder à arriver à Washington. Le pasteur sait qu'il n'échappera plus désormais aux autorités américaines. Il appelle donc à venger le temple. Tout le monde doit mourir plutôt que tomber dans les mains de l'ennemi américain. Dans un grand chaudron, cette fois, du cyanure est mélangé au soda à l'orange. Anne-Claire Danel,
Est-ce que c'est ce voyage qui déclenche, ce voyage du parlementaire, Ryan, qui déclenche le massacre, alors que tout semblait déjà en place pour, si je puis dire, la solution finale? En fait, il brise le pacte, l'espèce de couvercle de silence qu'avait mis sur la communauté Jim Jones. Le fait que des intrus arrivent comme ça de l'extérieur, pour la première fois, il y a quelqu'un qui ose glisser un petit papier à un journaliste. C'est comme ça que ça s'est passé le lendemain, après une journée de simulacre de bonheur, le meilleur des mondes possibles, un bon dîner, des beaux habits, un spectacle, des chants. Il y a ce petit papier, il y a une note remise à un journaliste, et là il y a un journaliste qui met les pieds dans le plat, qui va voir Jim Jones et qui lui dit des gens veulent rentrer, ils ne sont pas heureux ici. Et là il ne va pas supporter. Et là il va pas supporter parce que pour la première fois il n'a plus la main, il est plus tout puissant. Et assez vite son cercle rapproché va organiser une embuscade. Il y a des images, ça c'est hallucinant. Oui, effectivement. Les journalistes, le caméraman notamment, il y avait des gens de NBC, de la chaîne américaine NBC, un caméraman qui va filmer jusqu'à mourir, jusqu'à être lui-même atteint par une balle, cette embuscade. Et on voit un camion qui s'approche de l'avion alors que le sénateur, ses sbires et quelques adeptes qui veulent partir s'apprêtent à monter dans l'avion. On leur tire dessus. Et à partir de ce moment-là, Jim Jones va dire à l'ensemble de la communauté: on est tous coupables de la mort de ces gens. Les États-Unis vont nous tomber dessus. L'attaque de la CIA est proche. On va commettre notre suicide révolutionnaire. On va boire le cyanure. On va boire le cyanure. Georges Fenech, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Est-ce que c'est cela qu'on appelle une secte apocalyptique? Oui, une secte apocalyptique, à l'évidence, comme d'autres d'ailleurs. Aux États-Unis, on a eu en 1993 aussi la secte de Waco, vous vous souvenez, ça, c'était davidien, il y a eu 82 morts aussi. C'est cette notion d'apocalypse, si vous voulez, qui réussit à imprégner les adeptes. Et l'apocalypse, vous le retrouvez dans toutes les grandes sectes qui nous viennent des États-Unis d'ailleurs, hein. Que ce soit les témoins de Jéhovah qui l'ont prédit à 5 reprises, hein, très précisément. Et la seule manière d'échapper à l'apocalypse, c'est effectivement de rester dans le groupe uni qui détient la vérité et qui échappera à l'apocalypse. Malheureusement, l'apocalypse s'est transformé pour eux en un drame absolu. Et ce qu'on peut noter quand même, c'est que les Américains, malgré tout, n'ont pas tiré les conséquences de ce drame absolu. Et la législation que rappelait Anne-Claire Danel, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté de religion comme une liberté absolue, finalement a permis ce genre de drame sans qu'on en ait tiré les conséquences par la suite. Et vous commenterez même un peu plus tard effectivement cette législation qui est importante et qui n'a pas vraiment évolué. Anne-Claire Danel, après ce massacre ou pendant ce massacre, il va y avoir des survivants, hein, des gens qui auront réussi à fuir ou à se cacher, c'est ça? Une poignée de survivants. Il y a ceux qui, à ce moment-là, ne sont pas dans la jungle, mais à Georgetown, qui est la capitale du Guyana, parce qu'il y avait des bureaux, un peu avec l'organisation de la secte. Donc eux, ils échappent, même si par radio, Jim Jones demande à tout le monde de boire le poison. Il y en a de revenir ou de boire le poison. Même aux États-Unis, il appelle ses adeptes en Californie à se tuer. Bon, là, il y en a quand même moins qui suivent. Mais plus incroyable encore, il y a, moi j'ai rencontré à l'époque, c'est une toute jeune femme, elle s'appelle Leslie, elle habite maintenant dans l'Arizona, à Phoenix. Leslie, elle sent quelque chose, elle est toute jeune maman, elle a un fils qui a 3 ans. Jacari, et elle va partir quelques heures avant la fusillade avec une poignée d'adeptes. Ils sont 10-12, ils partent dans la jungle, ils fuient, ils disent aux autres on part en pique-nique. Ça semble surréaliste, et elle part, et de là où elle est, elle entend la fusillade. Leslie, elle part comme ça avec son fils de 3 ans qui marche à peine, et 6 membres de sa famille vont mourir, dont son mari Joe, qui est complètement sous emprise, à qui elle a même pas pu dire au revoir. Sa mère, sa sœur, ses nièces, tout un groupe de sa famille décède. Des survivants qui vont pouvoir décrire l'horreur endurée à Jonestown, mais qui ne vont pouvoir parler parfois que des années après, comme si la malédiction du temple du peuple allait les poursuivre. Dans les jours qui suivent le massacre, les 910 cadavres américains restent longtemps sur place, certains dans un état de putréfaction avancé. Malgré l'ampleur du désastre, il ne va y avoir en tout et pour tout que 7 autopsies
dont celle du révérend Jones. Les résultats de ces analyses ne parviendront jamais en totalité aux autorités américaines, perdues par la bureaucratie du Guyana. Le petit pays, qui veut absolument se dédouaner de toute responsabilité, réunit un tribunal afin d'identifier les coupables. Selon un médecin légiste qui a examiné les cadavres, 700 auraient pris le poison contre leur gré, sous la contrainte ou par injection. Des témoignages indiquent la présence de gardes armés empoignant des adeptes ainsi qu'un cortège d'infirmières employées pour les piqûres. Seules 200 personnes se seraient véritablement suicidées. Jim Jones en personne, avant de distribuer de gré ou de force le poison, avait averti les adeptes que la destruction du camp par la CIA était inévitable. Il avait envisagé une fuite vers l'Union soviétique, mais celle-ci était impossible. Il ne restait donc qu'une solution, accomplir un suicide révolutionnaire. La justice américaine ne se lance pas dans de longues investigations. La CIA s'exonère même de toute enquête. Seul le FBI va procéder à des recherches et des vérifications. Les comptes en banque de la secte du Temple du Peuple sont bien fournis. Pas moins de 10 millions de dollars placés dans des établissements au Guyana, Panama, Suisse, Luxembourg et dans les îles Vierges. Le détournement des dons des adeptes, un véritable trésor de guerre, l'un des plus importants qu'une secte n'ait jamais constitué. Des anciens responsables du Temple du Peuple seront interrogés, mais pour la plupart laissés libres. Seul l'un des tireurs de l'aéroport où le sénateur Leo Ryan avait trouvé la mort sera retrouvé, poursuivi. Larry Layton, c'est son nom, sera acquitté lors du premier procès, condamné à perpétuité lors du second. Il sortira de prison en 2002, après 18 ans d'incarcération, considéré comme un homme ayant subi un lavage de cerveau et qui serait resté sous l'emprise du révérend Jones. Georges Fenech, vous êtes en ligne avec nous dans l'heure du crime. Que penser, une petite question quand même, que penser de ce manque d'entrain des autorités pour enquêter dans cette histoire où tout de même un parlementaire, on le rappelle, a été tué par les gens de Jim Jones? On ne peut que rester extrêmement dubitatif sur le manque de volonté des autorités américaines, d'une part de faire toute la lumière sur cette affaire, mais encore une fois, et cela a été dit tout à l'heure, les Américains sont tellement attachés à leur liberté de religion. Vous savez, les États-Unis se sont construits sur des vagues d'émigration religieuse. Donc toutes les grandes sectes viennent des États-Unis. Et enquêter, aller jusqu'au bout de cette emprise mentale, de cette organisation à caractère sectaire, c'était remettre en cause beaucoup d'institutions aux États-Unis. Je voudrais citer, même si ça n'a rien de comparable, mais les Mormons, par exemple, qui ont aussi un mode de vie très particulier. On se souvient que d'ailleurs, un Mormon a été candidat à la présidence de la République, à la présidence des États-Unis. Donc voilà, et la Miviludes, qui se bat contre ce phénomène, a toujours été critiquée, quelquefois violemment, par les États-Unis. Oui, parce que les États-Unis considèrent que la France porte atteinte à la liberté de religion. À la liberté de culte, effectivement. Georges Fenech, il y a aussi la question centrale dans ce genre d'organisation sectaire, c'est l'argent, le nerf de la guerre, comme on pourrait dire pour reprendre un cliché, mais là, le Temple du Peuple a beaucoup d'argent. Oui, et c'est rien, je dirais encore, par rapport à d'autres grandes sectes internationales. Vous voyez ce que je veux dire. Si vous prenez la fortune amassée par l'église de Scientologie, par exemple, qui est considérée en France comme une secte, mais pas aux États-Unis, on le rappelle. Exactement. Ou si vous prenez au Japon la secte Moon, c'est des milliards, c'est des industries, c'est des magazines, c'est des télévisions, c'est de l'immobilier, vraiment c'est une richesse, une puissance. Les grandes sectes internationales, si on ne comprend pas ça, c'est vraiment un pouvoir qu'ils exercent sur leurs membres. Et là, effectivement, Jim Jones avait compris qu'il fallait prendre l'argent, le placer, etc., le faire prospérer. C'est une évidence. Anne-Claire Danel, que reste-t-il aujourd'hui de ce paysage d'apocalypse au Guyana? Au Guyana, donc en Amérique du Sud, il reste pas grand-chose. La nature a complètement repris ses droits. Il reste une stèle, mais c'est
ces habitations assez éphémères n'existent plus du tout. Il ne reste aujourd'hui que la voix d'une poignée de survivants, quelques survivants que j'ai pu rencontrer pour certains, qui évidemment ont eu des vies assez chaotiques. Leslie, dont je vous parlais tout à l'heure, aujourd'hui elle est à nouveau dans une vie plus stable, elle a un travail, son patron ne sait même pas qu'elle a été membre de Jonestown. En revanche, ce qu'elle dit souvent, son fils, donc Jacques Harry, qui avait 3 ans à l'époque, il en a 43, il a passé quasiment la moitié de sa vie en prison. C'est peut-être un raccourci que de faire le lien, mais lui, il a appris la violence à Jonestown, dans la secte. Il a appris la violence, c'est ça. Et il n'est pas le seul, sûrement, parce qu'il y a plein d'histoires tragiques parmi les... gens qui en sont sortis. Elle est transpercée quelque part, Leslie, parce qu'elle a sauvé son fils. Il a, grâce à elle, échappé à la mort. Mais en même temps, dans ses 3 premières années, il a appris les armes, la violence, les réveils en pleine nuit. On lui a un peu comme un enfant djihadiste qui pourrait être en Syrie aujourd'hui. Il est marqué embrigadé. Et elle a voulu le libérer de l'emprise de Jim Jones, mais aujourd'hui, il est derrière les barreaux. Il est pas libre. Georges Fenech, en quoi Jonestown reste aujourd'hui une histoire extraordinaire? En quelques mots, en quoi c'est une étape importante dans l'histoire des sectes? D'abord, le bilan, il faut le rappeler, Jean-Alphonse Richard, 923 victimes, dont 276 enfants. Mmh. Oui, c'est un bilan effrayant. Dans les annales des sectes tueuses, apocalyptiques. Donc ça restera effectivement un événement tragique majeur aux États-Unis et qui a frappé le monde entier. Et en ce sens, c'est ce bilan terrible. Et puis, en même temps, cette impuissance des autorités pour y mettre un terme, pour empêcher ce massacre, pour en tirer toutes les conséquences. Et conséquences, effectivement, qui n'ont pas été totalement tirées, on le comprend bien. Anne-Claire Danel, un mot sur le cimetière en Californie. Ça, c'est l'ultime pied de nez, c'est un peu léger même de le dire comme ça, mais c'est que toutes ces victimes sont, pour la plupart, enterrées dans une fosse commune à Oakland. On est face à San Francisco, c'est une petite colline, c'est un lieu assez beau comme peuvent l'être les cimetières américains, tout vert. Il y a une stèle très sobre, il y a tous les noms des victimes, et il y a le nom de James Warren Jones. Le bourreau est enterré avec ses adeptes jusqu'au bout, jusqu'à la mort, ils sont ensemble. Les victimes et leurs bourreaux ensemble dans la mort. Merci Anne-Claire Danel et Georges Fenech d'avoir été les invités ce soir de l'heure du crime consacré au massacre de Jonestown quand une secte tue. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime. Demain soir dans l'heure du crime, le dentiste boucher de la Nièvre, un massacre à la roulette. Bonne soirée, après les infos c'est Bonus Track, Éric Jean-Jean.